Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai géant, Starship de SpaceX. Ah oui, le lanceur le plus grand, le plus puissant jamais imaginé. Exactement. Conçu pour redéfinir notre accès à l'espace, on s'appuie ici sur une analyse stratégique assez poussée du projet. Tout à fait. Et l'idée, c'est de décrypter ensemble les ambitions derrière Starship, les innovations techniques clés, bien sûr, la stratégie de développement, et puis les implications. Oui, parce que Starship, ce n'est pas juste une fusée, hein. Les sources insistent là-dessus. Non, c'est vraiment pensé comme un système de transport interplanétaire, et surtout entièrement réutilisable. C'est ça la révolution. Avec un double objectif, si on comprend bien. D'un côté, le court moyen terme, dominer l'orbite basse, l'espace Terre-Lune. Hmm. Pour Starlink, par exemple, et puis pour la NASA avec Artemis, Starship a un rôle clé là-dedans. Et de l'autre côté, la vision quasi fondatrice du projet. Celle de Mars. L'idée d'une colonie humaine autosuffisante sur Mars pour que l'humanité devienne une espèce multiplanétaire. Et ça explique beaucoup de choix techniques, disons radicaux. Parlons-en justement de la technique. Qu'est-ce qui fait que Starship est si différent, à part sa taille immense? L'analyse pointe deux moteurs. Le coût qu'il faut absolument réduire et la compatibilité avec Mars. Absolument. Déjà, l'architecture, on a 2 étages. Le premier, c'est le booster, le Super Heavy, une bête avec plus de 30 moteurs Raptor, la puissance est juste colossale. Plus de 2 fois Saturne V, c'est ça? Oui, en poussée au décollage. Et au-dessus, on a le vaisseau Starship lui-même. Vaisseau polyvalent qui peut emporter 100-150 tonnes de charge utile en mode réutilisable. C'est énorme. Et les choix techniques découlent de cette stratégie réutilisable et martienne. L'acier inoxydable, par exemple, ça surprend toujours un peu. Oui, alors que tout le monde misait sur les composites carbone. Mais l'inox, c'est moins cher, c'est plus rapide à assembler et ça tient très bien les températures extrêmes, que ce soit le froid cryogénique ou la chaleur de la rentrée atmosphérique. Malin. Et les moteurs Raptor? Ah, les Raptors, ce sont des moteurs très avancés. Ils utilisent un cycle de combustion complexe, la combustion étagée à flux complet. C'est difficile à maîtriser mais très performant. Et c'est essentiel pour la réutilisation, pour avoir une longue durée de vie. Et le carburant, le Metalox. Oui, méthane et oxygène liquide, 2 avantages principaux. Ça brûle proprement, s'encrasse moins les moteurs, donc c'est bon pour la réutilisation. Et surtout, crucial pour Mars, le méthane CH4, on peut le produire sur place. Avec l'eau et le CO2 de l'atmosphère martienne via la réaction de Sabatier. Exactement. C'est la clé pour l'autonomie là-bas, ne pas dépendre de la Terre pour le carburant du retour. Et la récupération, c'est un autre point clé pour les coûts. La tour de lancement qui attrape le booster au retour. Oui, les fameux chopsticks ou Meshazila. L'idée, c'est de le récupérer directement sur le pas de tir pour pouvoir le remettre en état et le faire revoler très très vite. Et le vaisseau lui-même, il fait cette rentrée belly flop. C'est ça, il se met à plat ventre comme un parachutiste pour freiner sur une grande surface dans l'atmosphère. C'est assez spectaculaire. Et ensuite, rallumage des moteurs pour un atterrissage vertical tout en douceur, le tout protégé par des tuiles thermiques en céramique. Ce qui frappe aussi dans les analyses, c'est la méthode SpaceX Fail Fast, Learn Fast. On apprend en essayant, quitte à ce que ça explose. C'est vraiment leur marque de fabrique. Les vols d'essai intégrés, les IFT, l'ont bien montré. En quoi, moins de 2 ans, ils sont passés d'explosions quasi systématiques à des amérissages contrôlés des 2 étages. Et même la récupération du booster par la tour, réussie sur IFT5, si j'ai bien suivi. C'est ça. La vitesse d'apprentissage, elle est sans commune mesure avec les programmes spatiaux plus classiques, type SLS par exemple. Mais ces essais coûtent cher, ce qui nous amène aux applications qui doivent rentabiliser tout ça. Artemis, d'abord. Le retour sur la Lune avec la NASA. Oui, Starship a été choisi comme atterrisseur lunaire, le HLS. C'est un contrat énorme pour SpaceX, mais ça repose sur une capacité technique qui n'a jamais été faite à cette échelle, le ravitaillement orbital. Ah, le fameux transfert de propergol en orbite. Exactement. Il faut pouvoir transférer des centaines de tonnes de méthane et d'oxygène liquide, donc très froid, entre plusieurs Starships en orbite pour faire le plein avant de partir vers la Lune. C'est un défi technique majeur. Et c'est indispensable aussi pour Mars, j'imagine. Tout à fait. Sans ça, pas de mission martienne ambitieuse. Deuxième application, Starlink.
Oui, la constellation de satellites Internet de SpaceX. Pour déployer les nouveaux satellites, les V2, qui sont beaucoup plus gros et lourds, Starship est nécessaire. Ils ont même testé un système d'éjection, le PES Dispenser. Comme le distributeur de bonbons. Voilà, ça éjecte les satellites un par un. C'est une sorte de boucle économique en fait. Starlink génère des revenus qui aident à financer Starship et Starship permet de déployer plus de Starlink. Malin. Et puis il y a cette idée plus lointaine, le transport point à point sur Terre. Oui, relier des grandes villes, genre Paris-New York en moins d'une heure, c'est potentiellement énorme pour le fret UGEN, peut-être même pour le militaire. Mais bon, là, les défis sont gigantesques. Le bruit au décollage, la sécurité, les aéroports spatiaux à construire. C'est pas pour demain, quoi. Mais tout ça sert la vision ultime, Mars. C'est ça. L'objectif affiché par Musk, c'est d'assurer la survie de l'humanité en la rendant multiplanétaire, face aux risques qui pèsent sur la Terre. La feuille de route évoquée dans les sources est audacieuse. Première mission cargo vers 2026-2027. C'est l'objectif, oui. Puis les premiers humains dès 2029. Et à terme, construire une base, puis une ville autosuffisante. Bon, évidemment, le chemin est long. Les analyses pointent pas mal de défis majeurs. Techniques, on a parlé du ravitaillement orbital, la durabilité du bouclier thermique aussi, pour une réutilisation fréquente, type avion de ligne. Oui, et la fiabilité globale du système. Économiquement aussi, chaque prototype qui explose, ça coûte cher, même si ça fait partie de la méthode. Le modèle économique repose sur l'idée d'une très haute cadence de vol à très bas coût. C'est un pari. Un pari qui dépend beaucoup des revenus externes, comme la NASA et Starlink pour l'instant. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier les aspects réglementaires et environnementaux. Obtenir les licences de vol de la FAA à chaque fois, gérer l'impact sonore, la pollution, ça devient de plus en plus scruté. Donc, un sacré paquet de défis à relever en même temps. Et face à la concurrence, le New Glenn de Blue Origin, la longue marche 9 chinoise qui s'annonce, comment Starship se place ? En termes de capacité pure, de tonnes envoyées en orbite, Starship vise à être loin devant. Mais le vrai truc, le point clé qui revient toujours dans les analyses, c'est le coût. Oui, l'objectif de coût par vol. Voilà, on parle de peut-être 50 millions de dollars par vol à terme, grâce à la réutilisation totale, à comparer aux 2 milliards, voire plus, pour un seul lancement du SLS de la NASA. La différence est juste ahurissante. C'est ça. L'idée, ce n'est pas juste de concurrencer les lanceurs existants, c'est de carrément changer le marché, de créer de nouveaux usages de l'espace, le tourisme de masse, l'industrie en orbite, qui sont impossibles avec les coûts actuels. Donc, pour résumer, ce qu'on retient de nos sources, c'est que Starship, c'est bien plus qu'une fusée. C'est un système complet, technique, économique, et porté par une vision très forte. Le but, transformer radicalement l'accès à l'espace, avec Mars comme objectif ultime. Exactement. Et les prochaines étapes critiques, ce sera vraiment de démontrer ce fameux ravitaillement orbital et d'atteindre une fiabilité, disons, opérationnelle pour pouvoir commencer à tenir les promesses. Ce qui nous laisse avec une petite question pour la route, inspirée par ces lectures. Si Starship réussit son pari fou sur les coûts et la capacité, quelles nouvelles frontières ça pourrait ouvrir ? Des choses qu'on n'imagine même pas aujourd'hui peut-être. C'est une perspective assez vertigineuse en effet. Qu'est-ce qui devient possible quand l'accès à l'orbite coûte le prix d'un billet d'avion, ou presque ?